Et nous attendrons vos questions juste après cet échange. Le Zakuli du jour avec vous. Raina Alilouafa, Bonjour bonjour. Kamar. Et ce matin, ben oui, il faudrait que peut-être le micro soit ouvert parce que je ne vous ai pas Bonjour entendu. Kamar. Voilà, exactement. Ce matin, vous recevez la présidente de cette belle association, Subutu Urezejilaro. Oui, ose libérer ta parole. C'est Sairati Asimakou qui est avec nous ce matin. Bonjour Sairati. Bonjour Aïna. Alors, vous êtes là pour le lancement de la campagne Tarimi 2025. C'est la deuxième édition. C'est une initiative artistique et éducative dédiée à la prévention des violences sexuelles et sexistes, notamment faites aux enfants. Donc, je l'ai dit, c'est la deuxième édition. Quel résultat déjà vous avez de la première édition de l'année dernière? Alors, les premiers résultats que nous avons, c'est déjà l'engouement et l'appétence que les Mahorais ont pour l'éducation autour des violences sexuelles. Là où c'est vrai qu'il y a quelques années, ça freinait un peu des pieds. Là, on a vu qu'avec la sortie de l'ouvrage La Quinta et le secret d'oiseau, notamment, eh bien, rapidement, on a eu rupture de stock parce que les gens se sont vraiment intéressés à ce sujet. Donc, et puis la population qui s'intéresse de plus en plus. On a eu quand même plus de 300 personnes à la marche blanche de l'année dernière. Donc, ça montre quand même, malgré le tabou qui entoure cette question sur notre territoire, l'envie qu'ont les Mahorais de changer de façon de faire. Donc finalement, cette question de violence sexuelle et sexiste, est-ce que vous direz que ce n'est plus un tabou à Mayotte ou c'est un travail de longue haleine? Alors, je ne m'aventurerai pas à dire que ce n'est plus un tabou parce que malheureusement, sur le terrain, nous voyons combien est-ce que la parole est encore muselée, notamment de la part des familles, parce que, comme on le dit souvent, le slogan «Ose libérer ta parole», c'est un slogan en fait qu'on pose aux aimants, aux aidants, aux familles, parce que c'est eux en fait qui tiennent la chaîne du silence. Donc, le tabou est encore là, mais les choses évoluent malgré tout. Alors cette année, pour cette deuxième édition de la campagne Tarimi, il y a deux nouveautés, un album de musique et un jeu de cartes. Est-ce que vous pensez réellement que la musique et le jeu peuvent aider à libérer la parole, notamment pour les enfants? Alors, à mon sens, éduquer à travers, comment? À travers, des outils pédagogiques, qui n'ont rien à voir avec, le côté, très, structurel que nous connaissons est un moyen éducatif fort. Pour prendre, par exemple, l'exemple de l'album, éducatif, donc Tarémitique, qui est déjà disponible d'ailleurs. On c'est juste, en fait, on marche sur les pas de nos anciens qui ont fait exactement la même chose pour éduquer sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets à travers l'art, parce qu'on sait que c'est à travers la musique qu'on arrive à capter, à captiver Mmh. l'inconscient de la population. Alors parlez-nous un peu du programme, de cette année. Il y aura un séminaire, une marche blanche, comme l'année dernière. Parlez-nous un peu de ça. Alors, par exemple, là, à la fin de cette semaine, donc vendredi, nous aurons un séminaire donc, sur la notion de l'emprise chez l'enfant qui aura lieu à Niambadao. Et dimanche, nous aurons donc le village des femmes qui est une première pour notre association. L'idée est d'offrir un espace de bien-être et d'écoute aux femmes parce que nous le savons, encore plus depuis Chido, qu'il y a très peu de thérapeutes sur notre territoire. Donc, l'idée, c'est d'offrir un moment de bien-être aux femmes. Donc, juste pour information, pour les femmes qui veulent participer, l'entrée est totalement gratuite. Mmh. Par contre, pour participer au buffet, il y a une petite participation qui est demandée. Et pour cela, il faut juste appeler le restaurant Bamboo Beach parce que c'est là-bas qu'il y aura lieu l'événement ou directement sur nos réseaux sociaux. Il y a un lien qui a été créé pour cela. Ensuite, le 23 novembre, nous avons notre rituel annuel, donc la fameuse marche blanche. L'idée est de montrer aux personnes victimes qu'elles ne sont absolument pas seules, mais aussi de ramener le sujet des violences sexuelles au cœur du débat public, que ça ne Mmh. devienne plus du coup un tabou. Et cette marche aura lieu à Chirongi. Et nous clôturons pas encore, nous aurons le Mmh. 28, donc le Tarimi Show au 5-5. D'ailleurs, nous remercions le gérant du 5-5 qui a accepté donc de porter avec nous ce projet. Mmh. Et nous clôturons cette fois-ci le 30 novembre avec un brunch musical, donc avec les différents artistes qui ont participé à l'élaboration de cet outil éducatif, notamment Tiam. Mmh. Nous avons aussi Raiki Toko, Miki Dash, Bous.
Et nous espérons, d'ailleurs, nous lançons un appel aux autres artistes qui voudraient s'engager sur la question de se rapprocher de nous pour que justement ce moment ne soit pas juste un moment de convivialité, parce que rappelons-le, c'est surtout et avant tout un moment éducatif. Alors, je sais qu'au début de votre combat, vous avez eu du mal à avoir des partenaires, ils ne voulaient pas s'associer à cette cause. Est-ce que ça a changé en 2025? Alors, heureusement pour nous, effectivement, ça a changé et nous avons donc eu raison de croire en ce projet ici aussi sur notre territoire. Donc, à titre d'exemple, nous avons, l'ARS qui soutient, nous avons la DET, nous avons la délégation aux droits des femmes et la grande nouveauté, c'est aussi, la Fondation des femmes, la commune de Chirongui. Et on n'oublie pas évidemment nos partenaires, du privé qui soutiennent, cette action, notamment le Bamboo Beach, le 5-5, enfin voilà, nous avons vraiment aujourd'hui des, structures autres que ceux du public qui s'engagent sur la question et ça prouve que, tout le monde peut et doit s'engager, sur la question des violences sexuelles. Saïrati, vous dites qu'il faut éduquer pour protéger, les enfants des violences sexuelles. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi éduquer les adultes? Très bonne question. C'est vrai que souvent, quand on parle d'éducation, on pense tout de suite aux enfants. Mais ce qu'on dit souvent, nous, au niveau de notre association, c'est qu'on s'est rendu compte qu'effectivement, en éduquant uniquement les enfants, eh bien, c'est faire juste la moitié du travail. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, les gens qui tiennent la chaîne du silence, ce sont nos familles. Donc, si on prend le temps d'éduquer uniquement les enfants et qu'en arrivant à la maison, les enfants, on leur dit il ne faut pas parler, en fait, on n'a fait que la moitié du travail. C'est bien pour cela qu'on fait aussi de la sensibilisation et de la prévention auprès des adultes, auprès des parents, parce que eux aussi doivent entendre que l'enfant a ses droits et le premier droit que l'enfant a, c'est la libre disposition de son corps et de sa sécurité. En quoi est-ce que le silence, d'ailleurs, le thème du séminaire, c'est le secret et l'emprise chez l'enfant victime de violences sexuelles. En quoi est-ce que c'est plus grave de ne pas en parler ou si l'entourage est courant de dire à l'enfant: «Chut, tu n'en parles pas»? Alors, c'est d'autant plus grave chez le mineur parce que, déjà en tant que majeur, nous avons une obligation donc de protection vis-à-vis de l'enfant. Donc c'est-à-dire que même au niveau légal, nous avons une responsabilité quand on dit à l'enfant de ne pas en parler parce que finalement, c'est mettre l'enfant en danger. Ensuite, il faut rappeler encore une fois que, quand un enfant vient à parler, c'est que l'enfant a pris quand même énormément de temps, beaucoup de courage pour dire ce qu'elle a vécu. Donc ce n'est pas à nous en tant qu'adultes de d'essouffler en fait cette force et ce courage que l'enfant a. Nous avons une vraie responsabilité et l'idée c'est de ne pas pointer du doigt. Si on fait ce séminaire sur cette question-là, c'est pour qu'on arrête de dire aux personnes victimes, eh bien si c'est vrai, pourquoi tu as attendu 20 ans? Eh bien si c'est vrai, pourquoi tu n'as pas parlé tout de suite? Eh bien parce que justement, expliquer le mécanisme de l'emprise permet aussi à l'entourage de savoir et d'être beaucoup plus bienveillant quand la personne a pris du temps pour en parler. Oui, justement, parce que, on peut, avoir peur et mettre des années et des années à en parler. Ça ne veut pas dire que la parole est moins importante, c'est bien ça? Absolument. C'est pas parce qu'on a pris du temps pour en parler que, la parole est Ou que c'est moins, faux. importante. C'est pas parce qu'on n'a pas eu la force de porter plainte, par exemple, que notre vécu n'est pas vrai. C'est pas parce qu'on n'a pas le courage, de dire publiquement, comme les uns et les autres aujourd'hui, que ça veut dire que notre vécu n'est pas vrai. Chacun fait comme il veut, mais surtout comme il peut et ça, c'est, important pour nous de le rappeler. Alors évidemment, pour, accompagner les chiffres chez nous, c'est beaucoup plus intéressant et concret de porter plainte parce que ça permet aussi de protéger les autres enfants autour, donc dans la famille. Mais nous n'en mettons pas une responsabilité vis-à-vis des personnes victimes parce que nous savons combien est-ce que c'est compliqué, ne serait-ce que d'en parler. Bah, justement, en parlant de plainte, souvent certains décident de ne pas porter plainte parce que la procédure est trop longue ou quand les victimes portent plainte, finalement, ça n'aboutit pas. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour, remédier à cela ou pour inciter plus les victimes à porter plainte? Alors, je pense que, cette réalité-là appartient vraiment à notre système judiciaire. Je pense qu'il est urgent et important que le système judiciaire regarde d'un regard nouveau la question des violences sexuelles et qu'on condamne à hauteur du crime vraiment, les choses que les personnes victimes subissent. C'est une manière aussi de les encourager parce que, naturellement, elles vont se dire: «En fait, si je porte plainte, je serai prise en compte». Parce que c'est la confiance, en fait, entre la personne qui a vécu ce drame et la justice. Aujourd'hui, il y a un fossé, ce qui fait que les personnes victimes
ont peur, ont honte du coup d'y aller. Mais j'espère que le changement est quand même en marche parce que aujourd'hui ça devient urgent, notamment sur notre territoire où nous n'avons pas encore vraiment de chiffres officiels sur la question des violences sexuelles. Alors, chaque association essaie à son niveau d'avoir un listing de chiffres, mais déjà ce qui dessine l'arborescence que nous avons montre déjà qu'il y a beaucoup plus d'agressions sexuelles sur notre territoire qu'au niveau national, par exemple. Donc ça Quel montre chiffre encore. vous pouvez nous donner là ce matin? Alors là, par exemple, nous, au niveau de notre association, ce que nous avons, c'est que, par exemple, on a sur une classe, quand on fait de la sensibilisation, une classe d'une trentaine d'élèves, on a entre 5 et 6 élèves qui viennent nous dire à la fin de chaque sensibilisation qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles. Oui. C'est grave. Et sur ces chiffres-là, nous avons 90% de jeunes filles. Donc ça montre là aussi que effectivement, il faut protéger tous les enfants, mais les jeunes filles sont d'autant plus exposées à ces violences sexuelles. Il y a un autre chiffre, pour le coup, au niveau national. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime de violences sexuelles en France. Donc, ce sont les chiffres révélés par le gouvernement. Qu'est-ce que ça révèle finalement de notre société? Parce que on se rend compte que ce n'est pas un problème propre à Mayotte, finalement. Alors effectivement, ce n'est absolument pas un problème propre à Mayotte parce que tristement, l'inceste, les violences sexuelles, c'est le tabou qui met toutes les communautés d'accord. Donc ici, nous ne pointons évidemment pas du doigt Mayotte, mais pour répondre à la question, il est important d'avoir conscience qu'aujourd'hui, nous ne faisons pas suffisamment pour la protection de l'enfance. C'est-à-dire que pour qu'aujourd'hui, on puisse avoir des chiffres amoindris concernant les violences sexuelles et notamment l'inceste, parce que rappelons-le, c'est surtout dans le cercle familial que nos enfants sont agressés. C'est très rare que ce soit à l'extérieur. Ça existe, mais c'est un fait vraiment marginal. Aujourd'hui, il est important de dire et de marteler le fait que nos enfants sont en danger et en fait, c'est important que nous-mêmes, en tant qu'adultes, nous regardons les personnes qui nous entourent avec un regard nouveau. C'est-à-dire qu'il faut arrêter d'imaginer que l'agresseur, le prédateur sexuel, c'est quelqu'un, c'est un monstre, parce qu'on dit souvent c'est un monstre. Non, ce n'est pas un monstre. C'est papa, c'est maman, c'est tonton, c'est une personne que nous connaissons. Donc, à partir du moment où on acceptera de regarder en fait les agresseurs comme étant les potentielles personnes que nous aimons, nous commençons vraiment la marche vers la protection parce que à ce moment-là, on arrête de mettre une notion de confiance envers n'importe qui et donc justement exposer nos enfants à un danger. C'est d'autant plus difficile peut-être pour l'enfant parce que, comme vous l'avez dit, souvent c'est quelqu'un de proche qui fait partie du cercle familial, le papa, la maman, l'oncle, la tante, et cetera. Donc c'est d'autant encore plus difficile pour l'enfant de parler parce qu'il se dit que c'est une personne de confiance qui a abusé de moi et pour la famille aussi quand elle se rend compte que finalement cette personne de confiance a abusé de mon enfant. Complètement, en fait, c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire que l'enfant, on ne lui aura jamais appris que si demain, tonton te touche ou tonton te dit: «Viens t'asseoir sur mes genoux» ou n'importe quel adulte de l'entourage te fait des choses, bizarres, tu as le droit, en fait, d'en parler et en même temps, la difficulté pour, les parents, c'est que les parents n'imaginent pas que effectivement, par exemple, le frère, de la maman puisse potentiellement être un agresseur. Ben oui, parce que c'est une personne que j'aime, à juste titre, je n'imagine pas que cette personne puisse faire du mal à la personne que j'aime, c'est-à-dire mon enfant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit qu'il faut apprendre à regarder la situation avec vraiment un regard neutre. C'est très compliqué parce que nous vivons en plus dans une communauté qui est vraiment dans un entre-soi très marqué. Mais ne pas avoir ces regards-là, encore une fois, c'est rejeter l'enfant systématiquement parce que du coup, on se sent, nous, heurtés parce que l'enfant dit, mais rappelons-le, un enfant n'invente jamais, par exemple, un organe masculin en érection. Si un enfant le dit, c'est qu'un enfant l'a vu. Quelles que soient les circonstances, il est important d'accompagner l'enfant. Alors, on le dit, certains le disent, on l'entend encore parfois dans nos antennes, dire: «Ah, mais on en fait trop, dans notre culture, c'est comme ça, les mamies, vont toucher, les garçons pour les former», voilà et qu'est-ce que vous avez à dire? Ça fait pas partie de la culture, non? Alors, ça fait partie de nos habitudes, Voilà. mais aimant profondément notre culture, c'est vrai que je me bats pour ne pas inscrire ce terme-là comme faisant partie de notre culture. J'ai envie de dire que c'est une mauvaise habitude que nous avons parce qu'effectivement,
combien de fois nous avons vu notamment des jeunes filles être touchées par un grand, voilà, un papy du quartier. Et c'est possible parce que tout l'entourage autour accepte. Le danger dans cela, c'est que quand l'enfant se retrouve seul avec cette même personne et que cette personne va aller plus loin que le fait de toucher ce qui est déjà en fait une atteinte sexuelle, donc interdite par la loi, l'enfant est exposé encore une fois à de grands dangers. Donc il est important encore une fois de rappeler que ce n'est pas un jeu, bien qu'on essaie de nous la poser comme étant un jeu.